Salut Clémentine, Salut Gaël. je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le format À vous les studios d'Aventure Humaine. On profite de notre venue sur Paris grâce à Laurent Bourras qui organise un événement demain des podcasts et des thunes. On va parler monétisation demain. Et aujourd'hui, on va parler podcast, une aventure podcastique, la tienne. Tu auras mis du temps à la lancer et on va découvrir tout ça. Juste avant, je te propose de te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Avant tout ça, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait trop plaisir d'être dans À vous les studios. Alors, donc moi, c'est Clémentine Roux. Je suis spécialiste de podcast, surtout des sujets monétisation et des audiences. Comment promouvoir son podcast dans le but d'avoir plus d'auditeurs, tout simplement. Donc je fais ça depuis presque 4 ans maintenant. Donc je suis à mon compte, indépendante, et je me suis lancée dans le podcasting assez récemment, effectivement, au mois d'octobre 2022. J'ai un podcast qui s'appelle Marseille Créative, qui a pour but de mettre en lumière les créatifs et les créatives marseillaises. Parce que du coup, tu as déménagé dernièrement et tu as pu redécouvrir et t'immerger une nouvelle fois dans cette ville que tu apprécies particulièrement. C'est ça. Donc je suis revenue vivre à Marseille au mois de janvier 2022. C'est une ville que j'appréciais tout particulièrement et que j'ai découvert pendant mes études en école de commerce. Ma première question, c'est comment, et est-ce que c'était perçu comme ça, d'être, on va dire, expert dans le podcast sans avoir lancé son propre podcast. Pendant très très longtemps, moi, c'était quelque chose que j'ai remarqué, et c'était pas un reproche, mais c'était une question. Est-ce que toi, tu avais des questions et peut-être le syndrome de l'imposteur ou pas, je ne sais pas. Ah là, le syndrome de l'imposteur. Oui, je crois que je l'ai bien eu au début et puis après c'est passé petit à petit. Comment je me suis lancée en fait dans l'univers du podcast, c'est une intuition. Mai 2019, je finis mon deuxième CDD chez Facebook et Instagram. Je suis à la recherche de travail, d'emploi et puis je lis, j'entends, je vois ce qui se passe dans le milieu du podcast, les studios qui se lancent comme Louis Média, Binge Audio, Nouvelles Écoutes. Voilà, j'envoie des CV partout. Personne ne veut m'embaucher. Il n'y avait pas trop d'argent à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a toujours plus aujourd'hui. En tout cas, il y a des jobs ouverts aujourd'hui. Oui. Je recontacte Mathieu Stéphanie, que j'ai connu par le biais de Lucie. Sa femme, qui était ma collègue en fait chez Facebook. Okay. Donc Mathieu, je dis à Mathieu, j'ai envie de travailler dans le podcast. Je sais pas trop quoi. Lui, il lançait un incubateur de podcast. Il m'a dit, viens, on verra. Et j'y suis allée. J'ai rencontré plein de podcasteurs et moi, je me suis présentée en tant que je sors de Facebook et Instagram, j'ai un background pub, marketing digital. Et là, ils m'ont tous dit, OK, nous, ça nous intéresse. On a besoin de toi. Parce qu'on a tous lancé nos podcasts, mais comment on fait pour le faire connaître ? Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu mes premières missions, notamment avec Grégory Pouy. Alors, c'est pas pour la partie promotion de podcast, là, c'était pour la partie monétisation. Lui, il avait une intuition assez forte que les marques allaient faire de la pub et annoncer sur les podcasts indépendants. Et donc, on a monté ensemble la régie Plink Media. On représentait une 40aine de podcasteurs indépendants auprès de marques. Aujourd'hui, la régie n'existe plus, mais je continue à accompagner certains des podcasteurs sur cette partie pub, monétisation. Ok, tu t'es vraiment lancé comme ça, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à échanger. Qu'est-ce que tu retires de ces premières années dans cet univers ? Beaucoup de nouveautés. C'est que je me rends compte, je ne sais pas si je t'ai bien répondu à la question d'avant. Je me suis complètement auto-formée au podcast, du coup, parce que c'est un univers que je ne connaissais pas. Comme beaucoup. Mais en fait, il n'y avait pas de formation à l'époque de podcast. Il y a beaucoup de ressources en ligne, beaucoup de ressources en anglais, US. Et donc, moi, je lisais, je pense, 1 à 2 heures par jour de contenu sur ça. Et donc, en fait, rapidement, je suis devenue experte et je savais pas mal de choses que pas beaucoup de monde savait. Voilà. Et donc, finalement, le syndrome de l'imposteur est vite passé parce que je connaissais
plus de choses que d'autres. Et comment je percevais le milieu du podcast à l'époque, c'est ça? Oui, sur ces premières années, là, il y a eu... donc, toi, tu t'es lancé, mais il y a eu un raz-de-marée pendant le confinement. Comment, toi, tu l'as perçu un petit peu avec cette casquette d'experte? Alors, moi, je trouve que le raz-de-marée, il est toujours là et que c'est un secteur en pleine ébullition. Et c'est vrai que quand on découvre le podcast, on se dit, mais c'est trop bien, on peut faire plein de choses et c'est assez accessible. Et puis, c'est magique de pouvoir transmettre, je sais pas, un savoir, une information, une histoire à l'audio. Donc moi, je vois ça d'un très bon œil et je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent et qui lancent des podcasts, etc. Après, voilà, je sens que effectivement, c'était un peu le bazar jusqu'à maintenant et que là, enfin, on commence un peu à se professionnaliser. Les podcasteurs qui ne le font pas pour le pro ont peut-être du mal à tenir sur la durée. En tout cas, c'est ce que je vois. Comme beaucoup de hobbies ou passions ou side project. Soit à un moment ça bascule et ça pop et il y a un projet plus structuré, une activité pro qui arrive, soit non et puis on n'en entend plus parler et ça passe aux oubliettes, quoi. C'est un peu comme les puzzles ou les maquettes de train, hein. C'est à peu près pareil. Ok. Et quels ont été un petit peu les résultats justement sur cette partie régie pub? Est-ce que c'était simple pour toi? Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu as dû éduquer, évangéliser un petit peu le marché des marques pour vraiment leur dire ce qu'elles allaient pouvoir obtenir, atteindre justement comme audience, comme manière de parler à l'audience des podcasteurs? Alors, c'est compliqué. Et ça l'est encore. Et ça l'est encore. Bon, je vends toujours aujourd'hui de la pub sur des podcasts. Les marques s'intéressent de plus en plus et je continue à croire et à rester optimiste qu'il y aura de plus en plus de marques qui vont utiliser le média podcast pour promouvoir leurs marques, leurs produits auprès d'une audience qui ne les connaît pas encore. Ça demande du temps. Ce que je vois, l'évolution depuis 2019, c'est qu'avant, les marques ne savaient pas comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, elles savent, elles sont convaincues que ça marche. C'est juste qu'aujourd'hui, elles n'ont pas les budgets. Enfin, en tout cas, en 2023, c'est ça. On n'a pas le budget. On ne sait pas combien ça va nous rapporter. On préfère faire de la pub sur Facebook, Insta, etc. Parce qu'on peut réguler, on va dire, la banque. Ouais. On peut ouvrir le coffre plus ou moins et être assez réactif. Alors que sur le podcast, il faut s'engager sur une campagne, sur un volume. Et même si c'est une campagne qui aura des effets, un ROI, on va dire, sur le long terme, ça fait encore peur, évidemment, aujourd'hui. C'est ça. Elles ne savent pas exactement comment ça va leur rapporter. Alors moi, je leur dis, il y a des études à mettre en place, des post-tests ou juste simplement sur votre site, une fois que la personne a acheté, si c'est un e-commerce ou un e-commerçant, vous mettez où avez entendu parler de nous. Généralement, des liens traqués, des choses comme ça. On peut aujourd'hui, mais ça demande plus d'efforts et donc la majorité des annonceurs le font pas, ou alors c'est ceux qui passent par les grosses agences médias. Donc elles ont besoin encore d'être rassurées, mais moi je pense aussi c'est vraiment en termes de budget et la publicité sur les podcasts aujourd'hui coûte un peu plus cher que les autres canaux digitaux, voilà. Mais c'est censé être 4 fois plus efficace selon certaines études, donc. C'est plus mémorable, c'est la qualité en fait qui est au rendez-vous souvent. Justement, qu'est-ce que tu conseilles en termes le minimum de volume à aller chercher pour démarrer une campagne? Tu penses qu'avec quelques milliers d'écoutes, une campagne et un podcast qui a quelques milliers d'écoutes par mois peut intéresser, ou en fait il faut aller chercher tout de suite des gros volumes? C'est compliqué de te répondre parce que ça va dépendre du podcast et de la cible, enfin de ses auditeurs et aussi du secteur de la marque. Voilà, moi, juste,
c'est pas one size fit all, c'est juste que généralement quand on a des petites audiences, alors quand j'entends petites audiences, c'est quand on fait moins de 50 000 écoutes par mois. Moi, mon conseil, c'est plutôt d'aller sponsoriser un épisode sur 1 an, 6 mois, et donc du sortir de la tarification au CPM, mais plutôt à l'épisode. Ouais. Alors là, le tarif, c'est un peu au doigt mouillé en fonction de vos besoins, etc. Mais vraiment sortir de ce CPM-là. Sinon, pour des campagnes qui se font au CPM où les annonceurs ont besoin de volume, moi, d'expérience, c'est à partir de 50 000, voire 40 000 écoutes par mois où les annonceurs sont intéressés. Et là, le CPM, c'est 80 ? Alors, ça plus, aussi, c'est une moins. bonne question. Aujourd'hui, il y a tous les CPM sur le marché. Moi, je dirais en moyenne 60-65 € le CPM. Ok. Voilà. J'arrête les questions trop techniques. On va revenir du coup à Marseille Créative. Quelle est la jeunesse du coup, ou le déclic où tu te dis c'est bon, là je vais lancer moi-même un podcast et en plus je sais le faire. Bon, en tout cas j'ai déjà vu un petit peu comment ça se faisait, donc ça me fait pas peur et moi aussi je vais le faire. En fait, c'est une combinaison de facteurs. Donc, ça faisait déjà 2 ans et demi, 3 ans que je travaillais dans le podcast. Et donc, en fait, je m'étais un peu enfermée. Je me suis dit, mais mince, en fait, aujourd'hui, moi, ma valeur ajoutée, je conseille les podcasteurs, je n'ai pas de podcast. Et donc, ma valeur ajoutée, c'est ça. Au moins, je suis pas jugée sur moi, mon résultat. Et donc, je me disais, je vais pas faire mon podcast. Et en fait, au bout d'un moment, ça me titillait. J'ai commencé à enregistrer ma voix et tout. Je me suis dit, bon, j'aimerais bien peut-être faire quelque chose. J'ai déménagé à Marseille et là, c'est le raz-de-marée. C'est une énergie bouillonnante. Et je me suis dit, bon, vas-y, il va falloir lancer un podcast ici. Il y a de quoi faire. Et voilà. Donc, une intuition qu'il fallait se lancer et que c'était le bon moment. Et est-ce que la ligne édito, cet angle que tu as choisi, était un bon moyen aussi d'arriver dans une ville et de découvrir et d'avoir une excuse en or massif pour aller vraiment découvrir et de faire un réseau très très vite? Si, complètement. Donc, je fais pas partie de ce secteur créatif culturel, mais bon, c'est des milieux qui m'ont toujours attirée et qui m'intéressent par mes centres d'intérêt. Et donc, j'arrive dans une nouvelle ville, entre guillemets. J'ai un nouveau réseau à faire, des nouvelles personnes à rencontrer. Et le podcast m'a complètement ouvert les portes. Et la vision de Marseille Créative, c'est quand même de créer une communauté de créatifs autour de ça. Donc, si, complètement. C'était une bonne excuse, la rencontre. Qu'est-ce que tu imagines quels sont tes choix, on va dire, que tu as fait sans compromis dans cette ligne édito, des choses un petit peu radicales que tu avais déjà bien en tête et qui ont fait ta singularité? Alors déjà, il faut savoir que c'est pas un podcast d'interview, c'est un podcast plutôt format dit narratif où en fait je coupe ma voix au montage et donc c'est vraiment un témoignage à la première personne de ce créatif, cette créative qui va raconter en fait son histoire, son parcours, sa vision de Marseille, son intimité à Marseille. Et en fait direct, je plonge les auditeurs vraiment dans leur vie quotidienne. Bon, c'est vraiment c'est du partage d'expérience, du partage d'histoire, c'est très inspirationnel et pas trop prise de tête. Hein. Mais voilà, donc ça, je voulais vraiment pas y couper. Alors, j'ai eu des retours en disant c'est dommage, on t'entend pas. Est-ce que tu te caches? Qu'est-ce qu'il y a caché derrière ça? Bon, voilà, je fais une intro, une conclusion. Pour le moment, j'ai pas envie de me réintégrer dans les épisodes. On verra plus tard, mais en tout cas, ça, c'est ma concession. Enfin, Le compromis. Le compromis. Et en termes de format et de fréquence? Sur la régularité, tu veux dire? Et le format, la durée? Alors, la durée, je m'étais dit 20 minutes parce que je trouve que c'est un bon format qui s'écoute facilement. J'ai eu plein de retours en disant c'est trop court. C'est pas assez. C'est trop court. J'aurais bien aimé que ça dure plus longtemps. Là, le dernier épisode fait 35 minutes. Voilà, donc je m'autorise à ce que ça soit plus long. Il y en a un qui fait 15 minutes. Voilà, je me prends pas trop le chou. Franchement, le podcast, on s'affranchit. C'est pas une grille radio respectée, un programme radio. Donc, tout dépend de l'invité aussi, s'il se livre et s'il y a de la matière. Complètement. Parfois, ça me fait de la peine de couper. Donc voilà, on verra. Il y aura peut-être de moins en moins de coupures.
C'est ça. C'est ça. Et puis maintenant, je fais des enregistrements. Au début, je coupais rien. Maintenant, je fais des enregistrements un peu plus longs. Donc je sélectionne, hein, parce que je me mets aussi à la place des auditeurs quand je crée mon épisode, de savoir ce qui les intéresse ou pas. C'est des créatifs, parfois ils racontent des trucs, voilà. Donc c'est bien, ils partent un petit peu. Ils partent loin. Voilà. Parce que du coup, c'est toi qui fais aussi le montage, le mixage. Donc ça te prend... est-ce que ça t'a fait peur au début? Ou est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as mis un petit peu les mains dans le cambouis au début? Et puis deuxième question, combien de temps ça te prend chaque semaine? Ouais. Alors, il y a 2 choses qui étaient fondamentales pour moi. Du coup, comme je connaissais le milieu du podcast, c'est en me lançant, je me suis dit, je peux pas me lancer si j'ai pas une identité visuelle béton. Donc, j'ai fait appel à une illustratrice marseillaise. Ouais, et la miniature est canon. Merci. C'est super Elle se gentil. remarque bien. Donc, studio, je suis fou de vous, mon amour. Et elle a tout de suite bien compris mon univers. Bon, il faut dire que je sors de agence de pub, donc je lui ai envoyé un brief quand même assez clair. Canon. Mais c'est très très beau ce qu'elle en a fait, vraiment. Donc, elle m'a fait la cover, mais en plus de ça, elle m'a fait les déclinaisons pour tous les covers des épisodes. Et elle m'a aussi fait une déclinaison de visuels que je pourrais utiliser sur Instagram. Okay. Et donc, franchement, ça, c'est fou parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé et le compte Instagram a de la gueule. Grâce à ça. Grâce à ça. Donc ça, c'est un conseil que tu pourrais donner. Donc vraiment surtout quand on se lance dans le podcast, souvent on n'est pas très visuel. Donc se faire accompagner pour avoir un template et un kit complet, ça peut être une très très bonne idée. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, un prérequis. Et le deuxième prérequis, c'était de passer par un ingé son quand même, pour qu'il m'aide, déjà, qu'il crée l'identité sonore, parce que moi, je voulais une identité, un jingle original. Je voulais qu'il y ait le son de la mer, peut-être de la ville, etc. Donc, je suis passée aussi par, il s'appelle Simon Loris, qui est un compositeur et ingénieur du son. Donc, il m'a composé le générique. Il m'a aussi monté le premier épisode. Pilote, et il m'a formé. Voilà. Et donc, au début, j'ai un petit peu investi. Il a monté quelques épisodes au début, et puis après, je me suis dit, pour le moment, c'est un projet qui est autofinancé. Il m'a formé, vas-y, je vais le faire. C'est un peu long. Voilà. Ça te prend combien de temps? Un épisode? Ça dépend les épisodes. Il y en a qui me prennent une demi-journée, il y en a qui me prennent une journée. Voilà. Et donc, tu diffuses Je diffuse une fois tous les 15 jours. Tous les 15 jours, ok. Un jeudi sur 2. En rapport, évidemment, à ce temps qui est nécessaire à la post-prod, quoi. C'est ça. Et puis, je pense que je dois passer une journée par semaine sur mon podcast. Après, je mets beaucoup d'énergie dans la com. Ouais. Mon podcast a un sujet qui est très visuel. C'est contre-intuitif, ça. Ouais, mais je sais pas. Pourquoi ça... Enfin, non, c'est pas... C'est contre-intuitif de se dire, le podcast, c'est audio, et il faut en faire, au début, du contenu très visuel pour le faire connaître. Enfin, pour communiquer sur chaque épisode. En fait, je suscite un peu la curiosité et je donne envie, du coup, aux auditeurs d'aller ensuite sur Instagram pour voir les réalisations, les œuvres, parce que je reçois pas mal d'artistes, artisans, chefs et designers. Et en fait, donc du coup, pour chaque portrait, chaque témoignage, j'ai 4 publications. Alors là, je parle d'Instagram parce que moi, je communique globalement sur Instagram. J'ai testé TikTok, mais ça me demande trop d'énergie par rapport Donc pour le moment, j'ai pas trop trouvé, donc j'ai laissé tomber. Mais sur Instagram, donc du coup, pour chaque épisode, j'ai 4 publications, 2 Reels. Okay. Donc un Reels, le premier que je publie le jour du lancement, qui est photo de l'invité, photo de ses créations, photo de Marseille, vidéo, etc. Et sa voix derrière? Non, ou c'est la tienne? Sans voix. Je mets une musique, une petite musique, une musique d'Insta. Pas de voix. Ok. Donc ça, c'est un des formats qui marche le mieux. Ensuite, un audiogramme. Donc là, que ça reprend la cover et là, par contre, il y a la voix. Je choisis un extrait. Ensuite, je fais un carrousel photo avec toutes ses œuvres. Et ensuite, il y a un autre carrousel où c'est les bonnes adresses de mon invité. Voilà. Donc, tous les Marseillais ont intérêt encore plus à écouter, ou tous ceux qui vont de temps en temps à Marseille pour avoir les bonnes adresses. J'espère.
Et du coup, le compte Insta, il a bien popé, il marche bien. Ouais, donc je l'ai lancé, mon podcast mi-octobre, comme le compte Instagram. 2022. Je suis à 1000 abonnés là. J'ai fait que de l'organique, c'est pas non plus énorme, mais voilà, j'ai fait vraiment que de l'organique au début, je le faisais là, je l'ai arrêté récemment, mais je contactais vraiment tous mes abonnés sur Instagram et je leur demandais comment ils avaient découvert mon podcast. Et il y en a plein qui sont arrivés grâce à Insta, parce qu'ils ont été accrochés soit par une cover, soit par une vidéo, soit par un partage. Et c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est que mes invités partagent toutes les publications que je mets sur leur compte, et ça marche bien parce qu'en plus c'est joli. Je mets des citations, j'ai oublié de dire ça. Ah oui, les citations, ouais. En post ouais, les citations sur Marseille. Ok. Oui. Et ça marche bien. La dernière fois, j'ai mis, pour moi, l'odeur qui symbolise le mieux Marseille, c'est l'odeur du camion à pizza. Et là, tout le monde a partagé, parce que oui, tout le monde a un souvenir avec le camion à pizza à Marseille. Trop bien. Ouais, donc, c'est un podcast quand même qui est très identitaire et très territorial. Il y en a d'autres. J'ai enregistré avec Théo du Pompon à Bordeaux. Je pense aussi à Laurent de Learning Expedition dans les Hauts-de-France, ou Plein Phare en Bretagne. Et c'est vrai que se délimiter, on va dire, un territoire, c'est intéressant comme ligne éditoriale. C'est pas forcément intuitif, mais effectivement, faire rayonner sur le territoire national voilà, cette identité régionale ou locale, c'est hyper intéressant. Moi, c'est vrai que je me suis pas trop posé la question sur ça. Alors, effectivement, niveau audience, je vais pas chercher des millions d'écoutes parce que ça s'adresse aux Marseillais. Ça s'adresse aussi peut-être à ceux qui gravitent autour du secteur artistique, culturel, gastronomique, mais globalement, c'est les Marseillais. Et en fait, pour moi, c'est bien parce qu'en fait, tous mes invités déjà sont autour de moi. Donc je les rencontre vraiment. Oui. Tu fais pas d'épisode à distance et chacun peut se renvoyer la balle aussi. Oui. Tu crées une vraie communauté très forte et très ancrée. Oui. Donc chacun de mes invités, je demande une personne de me recommander une personne pour inviter dans mon podcast. Tu cherches jamais d'invités comme ça? Non, j'ai une grande liste d'invités. Je pense que je peux vraiment durer mon podcast pendant 3 ans. Là, j'ai une liste vraiment. Génial. Donc il y a plein de créatifs à Marseille en ce moment, il se passe un truc de fou. Et ce qui est aussi bien, c'est vraiment créer quelque chose au niveau local. Et là, par exemple, dans 2 mois, je fais mon événement de lancement, en fait, dans un café-resto marseillais, pour aller à la rencontre de mes auditeurs et surtout aussi faire connaître et mettre en avant tous les invités que j'ai eus jusqu'à présent, et ils pourront vendre leur création, en fait. Donc, super. Donc, événement de lancement quelques mois après. Oui. Comme ça, c'est déjà lancé. J'aurai déjà 15 invités. Voilà, il y a du concret. Voilà, j'ai déjà une audience, des auditeurs. Donc, je voulais pas le faire tout de suite. Hein, Et puis, je voulais attendre les beaux jours parce que Marseille, l'hiver, tout le monde hiberne. Et où tout le monde part. Et du coup, en termes d'audience, là, après quelques épisodes, est-ce que tu peux nous partager un petit peu les paliers que tu as atteints? C'est marrant, pour le moment je suis restée toujours au premier palier et j'ai eu de la chance, ça reste des audiences assez confidentielles, mais en fait dès le premier mois de diffusion je suis arrivée à 1000 écoutes et je reste sur ce palier-là, de 1000 écoutes par mois, et donc je m'y tiens même pendant les vacances de Noël. J'ai sorti un épisode toutes les 2 semaines. Même pendant les vacances d'été. Et a priori, je pense que je vais continuer de toujours diffuser un épisode toutes les 2 semaines. Donc je suis en fonction des épisodes entre 200 et 500 écoutes. Voilà. Est-ce que ce podcast et ce projet t'ont déjà amené des opportunités pro, business, peut-être un peu plus local, peut-être parce qu'avant tu étais principalement sur Paris et tu étais à mon avis avec plusieurs podcasteurs parisiens. Là, est-ce que tu as du coup fédéré un écosystème de podcasteurs marseillais, et est-ce que tu as déjà lancé un petit peu plus d'activités pro grâce à lui? Alors, je n'ai pas pour le moment d'opportunités business grâce au podcast. En revanche, j'ai des demandes. J'ai des agences d'influenceurs qui me contactent pour faire de la pub sur mon podcast. Okay. Donc ça, c'est chouette parce que je viens de le lancer et que
et que c'est pour des marques marseillaises. Bon, ça me donne une idée. Parce qu'effectivement, bon, c'est peut-être pas grâce au podcast parce que je l'ai lancé avant. En gros, je sais pas comment dire, cofondé, était à l'initiative d'un collectif qui réunit aujourd'hui 70 membres de podcasteurs du Sud. Donc en fait, c'est des gens qui travaillent autour du podcast, pas que des podcasteurs créateurs de podcasts, il y a des auteurs, ingé son, producteurs. Voilà, donc aujourd'hui on est 70 membres, on se rencontre une fois tous les 2 mois à peu près, on a un groupe WhatsApp, on se partage plein de bonnes astuces, on essaye aussi de se voir pour des apéros parce que ça fait du bien aussi de connecter et de partager soit les galères, soit les joies qu'on a vécues. Donc effectivement, je pense que ce podcast me donne plus de crédibilité, mais bon, je sais pas si c'est lié, mais c'est en train de devenir quelque chose qui va être au centre quand même de ton écosystème pro. Okay. Et dans ce collectif, et c'est pour ça que je reboucle avec ce que je venais de dire avant, dans ce collectif, on est plusieurs à avoir créé des podcasts sur Marseille ou autour de Marseille, notamment un podcast qui s'appelle Simone Tommen, pardon, c'est sur les mémoires d'une grand-mère marseillaise. Ouais. Et on redécouvre l'histoire de Marseille à travers ses mémoires. Et un autre podcast qui s'appelle Demain Marseille sur toutes les initiatives éco-responsables, pas que éco, parce qu'il y a sociaux aussi, donc RSE de Marseille. Et on est en train de voir pour comment se structurer potentiellement et porter, je sais pas, faire porter la voix de commerçants, d'entrepreneurs marseillais. Enfin, voilà. Donc des épisodes un peu plus sponsorisés potentiellement parce que faire des épisodes ou au début des épisodes faire la promotion d'un endroit. Voilà. Ça c'est des idées qu'on a en ce moment. Pourquoi pas. Génial. Est-ce que justement tu as eu des galères, des anecdotes d'enregistrement qui ont été un petit peu particuliers, soit enregistrés, soit diffusés, soit à monter. En tout cas, voilà, quelques galères ou anecdotes croustillantes. Alors, croustillant, à toi d'en juger et à vous d'en juger. Donc moi, j'enregistrais la majorité de mes épisodes dans mon espace de coworking qui s'appelle la briqueterie. Il y a une cabine d'enregistrement et du matos. Donc c'était quand même assez facile. Je branchais les micros sur mon ordi et globalement tout se passait bien. Voilà, les plus grosses galères, c'est le montage et la post-prod en gros pour moi, puisque c'est pas, enfin voilà, c'est vraiment un métier que j'apprends. Et en plus, j'utilise un logiciel Audacity qui est pas le meilleur logiciel du monde, mais il est pas friendly. Aujourd'hui, c'est le seul que je sais utiliser, donc j'ai pas le temps de. Et puis il est gratuit. Voilà. Et en fait, je passe une journée à monter mon épisode et puis je me rends compte que je n'ai plus assez de place sur mon ordinateur pour enregistrer le fichier Audacity. Ah oui. Voilà, donc ce genre de choses qui font un petit peu criser, mais j'apprends à relativiser dans ce genre de situation et au final, je n'ai jamais j'ai réussi à exporter le fichier et voilà. Donc non, plus des sueurs froides que des grosses galères. En tout cas pour le moment, voilà. Donc tu enregistres en cabine. Est-ce que tu enregistres maintenant aussi quand même chez tes invités qui ont souvent peut-être des ateliers, un univers qui peut être très intéressant à enregistrer et à faire sentir un petit peu en immersion? Ouais, en fait, mon tout premier épisode, il était enregistré in situ dans l'atelier de l'artiste. Et en fait, après, c'est vrai que j'avais un peu peur au niveau sonore et donc j'osais pas leur proposer d'aller enregistrer chez eux. Donc, généralement, après l'enregistrement, j'allais chez eux pour faire des vidéos que j'utilisais après pour les réseaux sociaux. Mais maintenant, c'est bon, j'ai compris. D'ailleurs, j'ai fait le dernier épisode que j'ai publié avec Juliette Mout. C'était enregistré dans son atelier. Et en fait, on entend les bruits de la rue parce que son atelier avait pignon sur rue. Mais en fait, j'ai du bon matos. Donc, c'est bon, on entend quoi. Donc, je vais le faire de plus en plus, ouais. Je pense que c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas trop parce que j'avais peur au niveau rendu sonore, mais au final, je me rends compte que ça va. Tu es allé étape par étape. Ouais. Génial. Jusqu'où ça va t'emmener, ça, à Marseille, ce podcast? Est-ce qu'il y a un invité incroyable que tu aimerais justement avoir et alors, faire témoigner?
Non, parce que moi, je suis partie du principe que je donnais la parole à tout le monde, et notamment à des personnes qu'on n'entend pas trop dans les médias. Donc non, jusqu'où ça va, tant que je fais des super rencontres et qu'il se passe quelque chose pendant les enregistrements et que les invités deviennent mes potes, voilà, je continuerai, je crois. Les bons apéros, ouais. C'est ça. Je vais peut-être venir pour l'événement de lancement. Oui. Je pense que ça va être avec une bonne plaisir. partie. C'est le 10 mai. 10 mai. Bah, peut-être que l'épisode, on sortira justement ce jour-là. Ah ouais, Ouais. Ah bah écoute, génial. Quels sont tes besoins pour aller plus loin, pour développer, pour continuer ce podcast? Bah, je crois que le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Voilà, donc j'ai besoin d'argent pour, en tout cas, être moins frustrée au quotidien, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup d'idées pour développer ce podcast, mais pas le temps de m'en occuper parce que il faut aller gagner sa croûte et payer son loyer à la fin du mois. Donc peut-être développer. Enfin, je sais pas si j'ai pensé à un moment et je m'en suis pas trop occupée. Peut-être aller chercher des subventions de la mairie de Marseille ou de la région, puisque je donne quand même envie aux gens et je reçois des messages. Oh, j'ai trop envie de venir vivre à Marseille. L'office de tourisme, peut-être, elle pourrait être intéressée. Ouais. Pourquoi pas. Donc ça, et après de visibilité, des relais. Alors j'ai eu déjà quelques relais dans la presse, je sais pas si ça va être une de tes prochaines questions, peut-être sur le plan de com ou quoi, mais voilà, peut-être plus de visibilité au niveau local. On va voir, peut-être que l'événement va me permettre aussi de me faire connaître. Coupler digital et physique, coupler concret, on va dire, présentiel et en ligne. Est-ce que donc oui, t'as fait participer, parfaitement, je vais reprendre, parfaitement fait la transition. Est-ce qu'il y a des stratégies, des axes que tu as en tête, mais que tu n'as pas encore appliqué? Tu t'es focus sur Insta, tu t'es focus sur tes invités et ta ligne édito. Est-ce qu'il y a des choses qui sont, on va dire, dans les petits papiers? Ah il y en a plein. J'ai un tableau Notion avec des to-do court terme, to-do moyen terme, to-do long terme. Voilà. Donc non, mais il y en a plein et je fais pas que Instagram. Donc j'ai quand même un dossier de presse, un communiqué de presse au lancement. J'ai eu des retombées sur 3 médias locaux dans mon mois de lancement qui m'ont quand même bien aidée. Notamment un média qui s'appelle Les Marseillaises. Oui, donc j'étais en plein dedans. Là, je vais tester, ça sera déjà sorti, mais la cross promo, avec notamment les podcasts marseillais dont je te parlais tout à l'heure. J'ai testé Podcast Addict parce qu'on peut acheter de l'espace sponsorisé sur cette app. Alors, pour moi, je recommande pas. Ça m'a apporté, je crois, 6 abonnés. Bon, j'ai payé 50 €, donc voilà. Je sais que ça marche et moi je le conseille dans mes strates pour d'autres podcasteurs. En tout cas, moi ça m'a pas marché. Et du coup, pourquoi toi tu le conseilles? Parce que ça a déjà la ligne marché édito sur d'autres podcasts. Ok. Ouais. Et pourquoi toi ça n'a pas marché? Tu penses que c'est quoi? C'était trop tôt? Je pense que je suis trop niche. Okay. Je pense que les utilisateurs de Podcast Addict ne sont pas forcément marseillais, ou alors il y en a très peu. Et en plus, je suis allée voir, j'étais 4e, c'était sur la catégorie art, et j'étais dans la 4e position. Voilà, donc je pense qu'il y en a quand même pas beaucoup qui m'ont vu. Ok. Voilà. Et sinon, c'est un forfait? Ça, c'est 50 € tout le temps? Ça, c'était 50 € le mois. Ah ouais? Voilà, donc en fait, Podcast Addict, tu payes a priori, ça change un petit peu en fonction des mois, mais 50 € pour être au top de ta catégorie, et je crois c'est 500 ou 900 € pour être sur la page d'accueil de Podcast Addict. Ok. Voilà. C'est pas pareil. Pendant un mois. Ouais, ok. J'ai envie de tester la pub Insta, que j'ai pas encore testé. J'ai envie potentiellement de faire un partenariat avec un média pour qu'il me diffuse sur son site internet, un média local qui n'aurait pas de podcast. Voilà, j'ai envie de type La Provence, de type, comme ça. Là, je t'ai parlé des Marseillaises, voilà, peu importe. Déjà, il faudrait voir si eux, ils ont envie, mais
Mais En tout cas, il y aurait un matching. ouais, Hmm. voilà. Et Insta en pub, ça veut dire avoir les 2-3 épisodes qui ont le plus de visibilité, en faire une sorte... Non, juste une story, bien... le podcast qui célèbre la créativité des Marseillais. Bien boosté. Et boosté auprès des Marseillais, parce que voilà. Pourquoi pas. Super. Et puis après, il y a la banderole au Vélodrome. Hein. Oui, j'y ai pensé, mais bon, on verra. Après les subventions, peut-être. Et sinon... il y a des choses que tu hacks. Ouais. Tu rentres au Vélodrome, tu déroules ta banderole, Ouais. et puis tu passes sur Canal. Ça serait pas mal. J'y ai pensé. En plus, j'ai des potes très très fans de l'OM qui ont leur place bien, enfin dans les virages et qu'on les voit bien, donc ils pourraient même faire les banderoles. On va voir. J'y avais pas encore pensé. Merci Gaël. J'enverrai la facture. Ouais, c'est ça. Génial. On a fait un super tour. Longue vie à ton podcast. J'invite pas tout le monde à venir à l'événement parce que ça sera le jour J qu'on va publier cette conversation. Mais en tout cas, j'invite tout le monde à aller écouter parce que même si on n'est pas de Marseille, on apprend et on est inspiré, on est motivé. Souvent, ce sont des personnes qui entreprennent au sens large. Donc, moi, j'adore et je suis jamais cantonné à on va dire, à un territoire, que ce soit Bordeaux, les Hauts-de-France. Je trouve toujours de l'inspiration dans tous ces podcasts et c'est toujours très très bien de faire témoigner ces gens qui sont très inspirants et positifs. Donc merci beaucoup Clémentine. Merci Gaëlle, ça me fait plaisir. Je me permets, parce que j'ai oublié de le dire quand je me suis présentée. Donc, c'est que j'ai quand même cofondé un collectif qui s'appelle Pouce, qui est dédié au marketing du podcast. Et à la base, on est un petit peu orienté, mais quand même à la base, c'est aider les podcasteurs indépendants à développer leurs audiences. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est le nerf de la guerre. Et moi, mon idée du podcasting aujourd'hui, c'est en fait, maintenant, tout le monde a son podcast, c'est comment on le fait connaître et comment on se fait écouter. Voilà. Et donc, en gros, on accompagne les podcasteurs. On est 3 expertes podcast, marketing podcast. Parfait. Merci beaucoup. Je rajouterai ça. Merci Gaëlle. À très bientôt.